Salut tout le monde, salut à tous, petit live solo là, ça fait plaisir, ça faisait longtemps que j'avais pas fait un live solo. À l'époque, rappelez-vous, on en faisait, c'était abusé. Je crois pendant une période, pendant quasi 8 mois, je faisais peut-être 4 lives solo par semaine, c'était hallucinant. Et là, ça fait bien fait 2 mois, là, moi j'ai pas fait de live solo. C'est cool, j'aime bien aussi. J'étais en train de regarder un truc intéressant là sur les Bored Ape. Il y a un Bored Ape qui s'est vendu à 569 Ethers, c'est hallucinant. Et en gros, là, vous avez une appli que je vous conseille, Rarity Sniper, je vais le mettre dans le chat. Ça permet de savoir la rareté des NFT. Et du coup, là, par exemple, regardez, si je mets Clonix, moi ce que je fais, je vais ici, là par exemple, le floor price c'est à 6,5. Et là, par exemple, je mets de 6,5 à 15 Ethers. Et automatiquement, ça va me trier les Clonix les plus rares et qui vont être le moins cher. Et en gros, là, par exemple, vous voyez, lui, il est rang 373. Et là, par exemple, des Clonix, il y en a beaucoup, des Clonix, il y en a combien? Attends, je vais mettre... Ouais, il y en a 13 000 et quelques. Ouais, à peu près 14 000 Clonix. Et vous voyez, sur 14 000 Clonix, il y a lui qui est pas trop mal, par exemple, parce qu'il est rang 373 pour 12,9 Ethers. Donc ça, lui, il est pas trop mal aussi. 11,8 Ethers pour 830 au niveau de son rang. Enfin, le prix qu'il le vend. Et plus tu vas près en termes de rang, plus forcément le prix va être énorme, parce que le Clonix va être très rare parmi les 14 000 de la collection. Ici, par exemple, je sais pas, je mets 5 000. Ouais, par exemple, lui, le rang 3, le mec, il le vend 450 Ethers, son Clonix. C'est énorme. Et c'est pire, il y en a après, le rang 2 et 1, je sais pas combien il vaut, mais ouais, le rang 10, par exemple, il le vend 222 Ethers. C'est assez hallucinant. Et en fait, plus tu te rapproches du rang 1, plus c'est cher. Et du coup, là, je viens de voir qu'il y a un Bored Ape qui a été vendu pour 769 Ethers, alors que le floor price, il y a eu 78 Ethers. Du coup, je me dis, il est plutôt bien classé alors. Donc, on va aller voir ça. Bored Ape. Et c'est le numéro 6588. Tac. Là, on pourra voir du coup son rang. Et ben il est rang 9000. C'est de la merde. Comment ça se fait qu'il est rang 9000? Qu'est-ce que c'est que cette connerie? Le mec, il a acheté un Bored Ape à 769. Mais non, il s'est trompé, c'est pas possible. Il a acheté à 769 Ethers pour avoir un rang 9000. Bizarre cette histoire. Ça me paraît bizarre. Et je vais regarder déjà, tac. Combien les premiers volent? Ouais, ça, 1400 le rang 5, c'est n'importe quoi. 700 Ethers là, le rang 13. Ouais, par exemple, le mec avec ses 700 Ethers là, il aurait pu acheter celui-là, rang 13. Là, le floor price, c'est la 80. Regardez un truc ici, par exemple, on met jusqu'à 100 Ethers, on peut avoir jusqu'à combien? Ouais, bon, on peut avoir un Bored Ape pour 100 Ethers à rang 500. C'est pas trop mal. Ok. Ouais, je m'attendais à avoir un Bored Ape qui était bien classé alors. Meilleur rapport rareté-prix, ouais, c'est ça. En fait, il faut trouver le bon rapport rareté-prix. Et moi, je suis d'accord parce qu'à l'époque, j'avais vu un Clonix qui était à 11 Ethers. Il me semble, ouais, 11 Ethers. Et il était rang 53. Et je l'ai pas pris. J'ai hésité, et puis au bout de 2 jours, il était parti direct. Et du coup, j'ai hésité, et au final, je l'ai pas pris, je suis un peu deg. Et du coup, là, j'ai mis une position sur un Clonix qui est rang 300 et quelques. Le mec, il le vend 12 Ethers, un truc comme ça, et je l'ai mis... et j'ai fait une proposition à 9,5 Ethers, on verra ce que ça donne. Pourquoi les gens se moquent de Vitalik? Bah, juste parce qu'il est différent. C'est comme dans les cours de récréation en primaire, c'est la même chose. C'est exactement comme les cours de récréation au primaire ou au collège. C'est exactement pareil. C'est-à-dire que quand t'es différent, bah tout le monde se moque de toi juste parce que t'es différent. Et tu peux être différent dans le bon sens, tu te feras forcément moquer parce que t'es différent. Et du coup, Vitalik, il est différent au niveau des codes sociaux. C'est-à-dire qu'il a pas vraiment les codes sociaux que tout le monde a. Par exemple, il va s'habiller différemment. Il va avoir une posture différente des autres, il va parler différemment des autres, il a des réflexions différentes que les autres, et du coup, les gens le clashent par rapport à ça, c'est complètement débile. Il n'empêche que il est très intelligent ce mec, et que il a construit une machine, Ethereum qui est une machine, et c'est un génie, ouais, c'est un génie. On peut pas tout avoir, ouais, mais je pense que, tu vois, genre, s'il fait pas d'efforts à vouloir changer et tout, c'est que lui, il est heureux comme ça. Et donc au final, c'est pas plus mal pour lui de rester comme ça que de changer et d'adopter des codes sociaux qui ne lui correspondent pas, tu vois. Genre, je pense que ça doit être plus chiant de jouer quelqu'un que tu n'es pas pour être bien vu et être bien vu que être mal vu mais rester soi-même. Je pense que c'est mieux de rester soi-même même si t'es pas forcément bien vu par le reste de la société. Et lui, il fait ça, il a tout à fait raison. C'est un peu son style qui fait son identité, c'est vrai. Ça se trouve, en fait, il serait pas aussi... il serait pas aussi connu, ça se trouve, s'il avait pas ce style-là. Hein. Par exemple, plein d'autres CEO de projets qui sont beaucoup moins connus. Alors, c'est vrai qu'Ethereum, c'est quand même le deuxième plus gros projet après Bitcoin, mais deuxième plus gros crypto après Bitcoin. Mais c'est vrai que t'as plein d'autres CEO qui sont beaucoup moins connus parce qu'ils restent basiques, pas basiques, mais ils restent tout à fait normal dans les codes de la société. Et lui, en fait, il est unique, ça le différencie de tout le monde, et du coup, ça lui donne un peu de la visibilité par rapport à ça aussi. Mais à l'époque, en 2017, en fait, il avait fait plein de vagues comme ça, où il avait sorti Une fois, il était venu en conférence avec un pull de licorne, je sais plus ce qu'il avait fait, mais c'était n'importe quoi. C'était complètement décalé. Il avait sorti une vidéo, il avait fait une photo, je crois aussi, au bord de la mer, sur une falaise, il me semble, où il était habillé assez bizarrement aussi, et ça avait fait beaucoup réagir, etc. Il y avait eu, c'est quoi en 2017? Il y avait eu une rumeur comme quoi Vitalik était mort.
mort et l'Ether avait complètement chuté. Et en fait, après, il avait pris un bloc, un des derniers blocs de l'Ether, et il avait dit regardez, je suis encore vivant. Il a dû le prouver. Et après, du coup, après tout ça, il avait pris du recul. Il avait arrêté de venir sur les réseaux, parce qu'en fait, il voulait complètement pas se détacher du projet Ether, mais il voulait pas que son image soit directement associée au projet Ether. Parce qu'en fait, le moindre truc qui se faisait dans la vraie vie, et ben, ça impactait directement le projet Ether, en bien ou en mauvais. Du coup, il voulait vraiment s'éloigner de ça. Et lui, voilà, son but, c'est aussi la décentralisation. Il veut pas que, voilà, en fait, son but, c'est que si par exemple, il disparaît de la planète, si par exemple, il décède, si jamais, je sais pas, il fait un gros bad buzz, et ben, il veut pas que c'est d'impact sur son projet. C'est pour ça qu'il essaye de se détacher son image à son projet. Et c'est très important ce qu'il fait. Comment tu as fait pour en arriver là où tu en es aujourd'hui? Vivre à Malte et vivre des cryptos, tu as des conseils? C'est long. En fait, c'est tellement... Ça arrivait vite, mais il y avait une longue préparation quand même. Donc, je pourrais pas tout expliquer comment c'est passé exactement parce que ce serait beaucoup trop long. Mais en gros, ce que j'aurais des conseils par rapport à ça, faut y aller. Faut y aller. Moi, par exemple, je pense à Augustin. Augustin, je sais pas s'il est là, je pense pas. Mais Augustin, qui est mon monteur secondaire, il a 17 ans. Il est très jeune, il est encore mineur, c'est ouf. Et il fait quelques montages, etc. Pour moi, donc c'est cool. Et en fait, lui, il est déterminé. C'est-à-dire que il se pose pas de questions, il charbonne. Il arrive à recruter, à trouver plein de jobs de partout parce qu'il est bon, parce qu'il travaille beaucoup et parce qu'il a pas peur d'y aller en fait et de demander et du coup ça paye. Et du coup, il arrive à se générer un revenu qui est assez conséquent pour s'expatrier à Malte. Il a 17 ans, les gars. Il a 17 ans. Ça me fait halluciner. Il a 17 ans. Il est parti de chez lui, de Belgique, pour venir à Malte. Il est arrivé il y a 2 jours, là je l'ai vu, il a trop bien collé avec lui et avec Alan, il a été vraiment cool. Et il est venu habiter à Malte tout seul pendant 1 an. Hallucinant. Moi je me mets à sa place, moi je l'ai fait ça à 21 ans déjà, je trouve ça un peu tôt, mais 17 ans, moi je me voyais pas du tout là-dedans. Enfin je me vois à 17 ans, je me voyais pas faire ça. Et il est trop fort parce que il a pris son propre billet d'avion, il l'a payé lui-même. Ils doivent se démerder actuellement pour trouver un logement, parce que pour l'instant il est encore à l'hôtel, il va trouver lui-même un logement, en plus de son taf. Il doit s'occuper toutes les charges, l'électricité, tout ça, les impôts, tout ça. C'est tous les trucs de la vie d'adulte quoi, alors qu'il a 17 ans. Il s'autofinance tout seul avec son travail et tout. Moi ça me fait délirer. Et comment il est arrivé là? En faisant la même chose que j'ai fait à l'époque où en gros il a beaucoup charbonné. Je pense qu'avant d'en arriver là, il a dû beaucoup travailler pour avoir les compétences qu'il a et réussir à gagner de l'argent. Et du coup en fait la meilleure conseil que je dirais, c'est juste de ne pas abandonner en fait et continuer à charbonner parce que tout ce que tu vas faire et qui ne va pas marcher va te permettre d'apprendre pour les choses qui vont marcher plus tard. Et du coup, c'est la même chose dans les cryptos. Moi, quand je suis arrivé, j'ai mis au moins 3-4 ans avant de pouvoir revenir en bénéfice. Et après, c'est tout venu d'un coup, si tu veux, en 2021, quand le Bitcoin est pété. En plus, j'avais les réseaux sociaux qui m'ont boosté encore plus que mes investissements que j'avais fait. Mais pendant 3-4 ans, en fait, ce qu'il faut dire avant, c'est qu'il n'y avait rien qui se passait, quoi. Il n'y avait aucun résultat par rapport à ce que je donnais comme travail. Et pourtant, je travaillais énormément. Le conseil que je pourrais te donner, c'est ça, c'est juste charbonne, essaie de travailler le plus possible et le plus efficacement possible, surtout. Et à force de pas abandonner et de continuer à avancer, à un moment donné, il y aura forcément un moment dans peu importe quel domaine t'es où tu vas avoir un truc indirect à toi, c'est-à-dire que tu ne dois pas contrôler, qui va arriver et qui va faire que ça va marcher. Et là, tu vas pouvoir engranger tous les bénéfices que tu n'as pas eu durant tous les mois ou les années avant où tu as travaillé en fait. Et ça arrive d'un coup, mais c'est beaucoup plus rentable que par exemple de travailler tous les mois pour un salaire, et ça va être tous les mois tu vas avoir ton salaire, mais ce sera un petit truc à chaque fois, en fait, un petit salaire à chaque fois. Alors que si tu te lances dans un truc à part, où tu essaies de lancer un business, mais pas forcément dans les cryptos, dans plein de choses différentes, même juste un investissement dans les cryptos, ça va être un petit peu, par exemple, tous les mois du DCA, et puis au bout d'un moment, quand le marché a pété, tu vas tout récupérer ce que tu as investi avant. Moi, ce que j'ai remarqué, c'est que quand tu as peur de quelque chose, quand tu te forces à aller le faire, au final, quand tu l'as fait après, t'es hyper content. C'est 10 fois mieux. Maintenant, j'essaie d'avoir cette mentalité-là à chaque fois que j'ai peur de quelque chose, même si j'ai pas envie de le faire, je me force à le faire parce que je sais qu'après, ce sera mieux. Faut être patient. Ouais, c'est ça, faut être patient. Tu penses qu'avec un travail à côté, c'est possible de réussir? C'est-à-dire, si tu veux parler d'avoir un travail et à côté, tu lances un business ou un truc comme ça, bien sûr. Moi, c'est ce que j'ai fait. J'avais mes études qui me prenaient pas mal de temps quand même par semaine, j'irais bien 40 heures, et j'avais mes cryptos et après mes réseaux sociaux avec mes vidéos et tout que je lançais, et ça a très bien marché. C'était beaucoup de travail, mais ça a très bien marché. Tu dormais combien de temps quand tu t'as fait à fond avant? 4 heures par nuit environ. 4 à 5 heures par nuit, c'était très peu. 4-5 heures par nuit, c'était très peu. J'ai fait ça pendant quelques temps, après j'ai arrêté parce que c'était plus possible. Ça me niquait trop la santé. Je me levais à 4 heures, et en général, je finissais de travailler à 23 heures, minuit. Mais c'était dur. Vous voyez, qui est dans le chat. Il s'appelle Lucas, et vous l'avez vu plusieurs fois, il est venu 2 fois en live. Il est venu à Malte 1 semaine en décembre, 1 semaine en avril, il a trop kiffé, il est venu s'expatrier.
Parfait, ouais, c'est ce qu'il faut faire. Une bonne mentalité aussi. Ça veut dire que c'est pas posé de questions, etc. Il s'est dit, ok, là-bas je peux faire des contacts, là-bas il y a des choses intéressantes, j'y vais. Et il charbonne. Il a son travail à Malte et en parallèle de ça, il charbonne sur ses business, sur le trading, etc. Et ça paiera, forcément, s'il charbonne pendant 1, 2, 3, 4, 5 ans, au bout d'un moment, ça va. Alors non, je me suis renseigné par rapport à ça, je suis allé voir un avocat fiscaliste par rapport à ça, parce que du coup, c'était une question que j'avais. Je lui ai dit, est-ce que les cryptos que j'ai achetés en France, si je les revends à Malte, quand je suis résident maltais, eh ben, est-ce que je vais quand même payer les 30% d'impôts? Il m'a dit non. Et du coup, même si tu as acheté tes cryptos en France, si tu vas à Malte, tu t'expatries à Malte et tu revends tes cryptos à Malte, eh ben, tu seras à 0%. Actuellement, j'ai un peu moins de discipline qu'avant parce que maintenant, je suis moins obligé de travailler autant qu'avant. Mais la discipline, en fait, après, elle vient toute seule. Hein, quand tu te forces à travailler tous les jours, après, ça vient tout seul et ça devient une habitude, en fait. Et quand ça devient une habitude, après, t'as même pas l'impression de faire d'efforts. Ça vient tout seul. Quand tu vois des mecs comme Asher qui se butent au travail H24, alors qu'il pourrait se la couler douce sur une plage, tu penses que tu arrêteras de travailler tôt? Asher, pourquoi il continue à travailler alors qu'il pourrait complètement arrêter jusqu'à la fin de sa vie? C'est parce qu'il kiffe, hein, en fait, ce qu'il fait. Et la plupart, c'est ça, hein, les Elon Musk, tout ça, même les CZ, Vitalik Buterin et tout, c'est parce qu'ils trouvent beaucoup plus d'intérêt dans leur besoin personnel de travailler, de continuer à travailler, que de se la couler douce. Et je les comprends aussi parce que, en fait, ne rien faire, c'est-à-dire que quand tu arrêtes de travailler totalement, moi je le fais par exemple quand je suis en vacances, moi j'étais parti en vacances avec ma famille, je coupe complètement pendant une semaine ou deux. Et à la fin de la semaine, putain, j'ai trop envie de retravailler, c'est abusé. Et ça revient direct. Et je me vois tellement pas complètement arrêter de travailler pendant 1 mois, 2 mois, 6 mois, 1 an. Tu te fais trop chier. Alors, t'as plein de trucs à faire, même si t'as beaucoup d'argent, t'as toujours des trucs à faire. Ça, tu trouves toujours des passions, tu trouves toujours moyen de faire la fête, tu fais des grosses soirées, etc. Donc au final, tu t'ennuies jamais, mais t'as pas le sentiment d'accomplissement. Et ça, je crois, c'est le pire. Le travail et sa gratification qu'il apporte, c'est la meilleure sensation du monde. Ouais, de ouf. La gratification du travail, c'est un truc de fou comme c'est une bonne sensation. Il y a une autre sensation que je kiffe, moi, c'est le dépassement mental dans des activités physiques. Par exemple, la course à pied. Moi, j'adore la course à pied et courir jusqu'à ce que mon corps n'en peut plus et que je dépasse mes barrières mentales. Ça, c'est excellent. J'adore ça. C'est trop bien. La sensation après, elle est incroyable. Vraiment, vraiment, vraiment. Mieux que la gratification professionnelle, je trouve. Moi, je suis fan de ça. Tu penses que mélanger une relation amoureuse avec ses objectifs, c'est bien? Très, 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 très bonne question, ça, les relations amoureuses. Ah ouais, très bonne question. Moi, là-dessus, j'ai géré. J'ai vraiment géré. En gros, moi, dans les relations amoureuses, au collège, j'avais quelques relations amoureuses, mais bon, c'est des trucs... c'était pas très sérieux. Et après, quand je suis arrivé à 17 ans, j'ai eu une première copine à 17 ans, mais c'était un truc d'été, c'est-à-dire ça avait duré 1 ou 2 mois. Et après, non, j'avais 17 ans et demi. Et après, j'ai eu 18 ans du coup. Et de mes 18 ans jusqu'à mes 21 ans, donc il y a pile 1 an, j'ai eu 0 relation. C'est-à-dire 19, 20, 21. Attends, 19, 20, 21. Ouais, pendant 3 ans, j'ai eu 0 relation. 0, rien du tout. Parce que c'est là où j'ai commencé à charbonner. Et j'ai vite compris que si tu mélanges, alors tu peux le faire, hein, tu peux le faire. Et si t'es marié à quelqu'un, ne va pas la quitter pour lancer ton business. Mais j'ai compris que en fait, le meilleur moyen d'optimiser mes chances de lancer un truc qui marche, c'était de tout consacrer à ça. Et de pas perdre de temps dans d'autres choses. Et donc, les relations amoureuses en faisaient partie. Et les relations amoureuses, indirectement, ça peut te faire du bien, mais ça te fait perdre du temps. Ça te fait perdre du temps, vraiment. C'est pour ça que 18 ans à 21 ans, j'ai absolument rien fait. J'ai eu 0 relation, pas un truc. Je parlais à 0 meuf. J'étais tout seul dans mon coin, j'étais avec mes potes. Je passais beaucoup de temps avec mes potes, ma famille, mais 0 les meufs. Parce que voilà, je voulais lancer mon business et j'avais pas le temps pour ça. Du coup, j'ai beaucoup charbonné de travail. Et après, quand ça a marché, là par contre, voilà, cette année, j'ai abusé. Cette année, je suis allé un peu fort avec les relations amoureuses, mais c'est parce que, voilà, maintenant qu'en fait, j'ai bien charbonné et que j'ai eu ce que je voulais au niveau de mon travail, je vais pas faire ça jusqu'à la fin de ma vie et m'empêcher d'avoir des relations amoureuses. Du coup, là, depuis que je suis arrivé à Malte, vu qu'il y a le bear market, il y a moins de travail à faire et que j'ai déjà les résultats que je voulais, je continue à travailler tranquille, mais je m'autorise clairement d'avoir des relations amoureuses, même si ça me prend de l'énergie, même si ça me prend du temps, c'est pas grave, je kiffe. Je préfère fonctionner avec des périodes de ma vie où je vais énormément être dans un domaine, mais que je vais charbonner à fond, et après être dans un autre domaine où que je vais charbonner beaucoup plus. Et voilà, séquencer comme ça que de tout mélanger. C'est beaucoup plus efficace. Comme Sardoche, ouais, exactement. Tu n'es pas triste des fois de ne pas avoir quelqu'un pour t'épauler, t'aimer? Bah Alan, j'ai Alan pour ça. Alors, je rassure, avec Alan, on s'aime pas en amour, hein, mais on s'épaule de ouf. Moi, j'ai vu la différence entre quand j'étais en France et j'étais tout seul dans mon business. Je parle bien dans mon business parce que en France, j'avais plein de potes et plein d'amis très proches et la famille, etc. Mais ils n'étaient pas dans le business, dans ce que je faisais professionnellement. Il me suivait, mais il me suivait pas comme s'il faisait la même chose que moi, en gros. Et Alan, l'avantage, c'est qu'en fait, il fait la même chose que moi, tout pareil.
Et du coup, pour se tirer vers le haut, c'est parfait, quoi. C'est super pour s'épauler. Et là, pareil, par exemple, septembre, dans 2 semaines, il y a Chloé qui revient. Je sais pas si vous vous souvenez de Chloé, elle est déjà passée en live aussi 2-3 fois. Il y a Chloé qui revient une semaine. Et après, j'ai une autre pote, Sou, qui s'appelle Sou, qui va venir 2 semaines aussi chez moi. Fin septembre, début octobre. Vous la verrez aussi en live, elle passera, je pense. Et du coup, au final, pareil, août, j'étais jamais tout seul chez moi. Début août, début mi-août, j'étais avec, il y avait Chloé et Cassandra qui étaient venus chez moi une semaine. Et après, j'ai 3 potes à moi qui sont venus de France aussi une semaine. Les rencontres à Malte en partant de zéro, c'est comment? Vu que tu es un peu vécu, même si tu connaissais du monde grâce au réseau. En fait, les réseaux, ça va quand même pas mal aider. Parce que, vous voyez, Alan, j'ai rencontré avec... parce que de base, c'était un abonné. Il y a pas mal de monde que j'ai rencontré comme ça. Après, est-ce que c'est facile? C'est très facile. C'est très, très facile. C'est-à-dire que 90% des gens que j'ai rencontrés à Malte, ils me connaissaient pas de base avec les cryptos. Et c'est très facile parce qu'il suffit que tu connaisses une personne à te faire rencontrer une personne. Et en fait, j'ai connu que des personnes comme ça. J'ai connu que des personnes qui connaissaient des potes à moi, en fait. Et par exemple, Alan, il a connu des personnes qui m'ont ensuite présenté. Et ces mêmes personnes que Alan m'a présenté, bah, ils connaissaient d'autres personnes qui ensuite m'ont présenté. Et du coup, c'est comme ça. Et vu qu'il n'y a pas non plus voilà, des milliers de Français à Malte, dès qu'il y a des Français, bah, en fait, tu t'entends bien direct, quoi. Et vu que les gens n'ont pas une mentalité, ils sont tous entrepreneurs quasi, ou étudiants, bah, la plupart, ils ont une bonne mentalité. Du coup, ça passe très, très bien. Et donc, c'est beaucoup plus facile de faire des connaissances. J'ai une très bonne pote qui s'appelle Léa à Malte. Et elle a 30 et quelques ans. Et en gros, elle est là depuis 7 ans à Malte. Et du coup, elle connaît tout le monde. C'est un truc de fou. Et c'est une bonne pote avec nous, avec Alan. Et du coup, à chaque fois qu'on la voit, elle nous fait rentrer dans plein de soirées, elle nous présente plein de gens et du coup, c'est cool. De ce que j'ai compris, les FR restent ensemble à Malte, non? Genre, il y en a, ils parlent même pas anglais. Je dirais rien. Ça, c'est moi. Ça, c'est moi. Mais oui, c'est ça. Mais en fait, le problème de parler anglais, c'est que moi, ça fait 8 mois, ça fait quasi 1 an que j'habite à Malte. Je ne parle toujours pas anglais. C'est un enfer. Je ne comprends pas toujours l'anglais et je n'arrive toujours pas à parler anglais. La dernière fois, je suis allé à une réunion là, pour une entreprise. Pour ouvrir l'entreprise à Malte, j'ai dû apporter une traductrice pour qu'elle m'aide, parce que je comprenais pas. C'est un enfer. Mais c'est parce qu'en fait, je traîne qu'avec des Français à Malte. Je traîne qu'avec des Français au final. Et le Maltais, ça va être pire. Non, franchement, les Maltais, ils parlent bien anglais. Hein. Les Maltais, ils parlent très très bien anglais. Parce que vu que le Maltais, c'est une langue qui est utilisée qu'à Malte, et ben dès qu'ils sont petits, on leur apprend l'anglais et le Maltais. Donc c'est cool. Il faut que j'apprenne l'anglais pour Malte, qui disait. Exactement. Il y a 1 an, je disais ça. Je disais, il faut que j'apprenne l'anglais pour Malte. Au final, ça me sert pas beaucoup. Les loyers, c'est cher à Malte? Bonne question. Moi, cet appart là où je vis, il est à 2800 € par mois. Ils m'ont proposé. Je leur ai dit 2000 pour négocier. Ils m'ont dit 2003 avec charges comprises. Donc, moi, je paye 2003 avec charges comprises. Après, je rends pas mal. Je crois qu'il y a 140 mètres carrés et j'ai une piscine et j'ai une vue sur la mer qui est exceptionnelle. Du coup, franchement, ça vaut le coup. Et en France, je pense que je l'ai pour beaucoup plus cher que ça. Tu vois, peut-être 6 000 €, un truc comme ça, j'en sais rien, dans le sud de la France. Après, non, en vrai, c'est pas très cher parce que j'ai des potes qui sont par exemple étudiants, qui ont beaucoup moins d'argent et qui vont prendre un truc à plusieurs. Il faut une coloc à 3-4 et ça leur revient. J'ai un pote, il payait 150 € par mois, je crois, de loyer. Ils étaient 4. 150 € de loyer par mois. C'était rien du tout. Par contre, bah forcément, il y avait un appart moins bien, mais ils avaient quand même chacun leur chambre, avec un petit salon et une petite cuisine. Donc, c'était quand même cool. Tu es à Sliema? Non, je suis pas à Sliema. Je suis la ville qui est à côté de Sliema. Mais c'est proche, c'est très proche. Je suis genre à 7 minutes en trottinette de Sliema. Vous n'êtes pas en colocation avec Alan? Non, on n'est pas en coloc. On n'est pas en coloc. Moi, je préfère être tout seul pour bien me concentrer. Que j'ai des troubles de concentration assez faciles. Et surtout au début, en fait, quand on est arrivé sur Malte, on se connaissait pas forcément. Du coup, on n'a pas fait de coloc. Mais après, je pense l'année prochaine, quand on va revenir à Malte l'été, là, on va se prendre une villa à 2, à mon avis. Comment je gagne ma vie? Que je gagne en priorité, bah, c'est mes investissements personnels. Et après, il y avoir tout ce qu'il y a YouTube. Donc, je gagne via les vues YouTube que je fais. Mais bon, c'est pas des sommes astronomiques. Hein. Là, par exemple, je crois que c'est 400 € par mois. Du coup, comparé à mes investissements, en fait, c'est ridicule. Après, il y a aussi Twitch, les abonnements Twitch. Mais bon, c'est pareil, là, c'est un truc comme 100 € par mois. Et après, il y a les affiliations. Ça, par contre, ça rapporte plus. Les affiliations donc ça va être les affiliations des commissions de plateforme. Par exemple, quand quelqu'un passe par mon lien, bah lui, par exemple, si par exemple vous passez par mon lien BitGet, bah vous allez avoir moins 15% de son frais de transaction. Et moi, je vais avoir un truc aussi comme 10%. Sur BitGet, par exemple, j'ai 10% de vos frais de transaction aussi. Donc du coup, c'est bénéfique pour nous deux. Et j'ai pareil sur Binance, Bybit, Swissborg, quasi toutes les plateformes proposent ça. Donc j'ai des gains comme ça. Et j'ai aussi des liens de parrainage, pas de parrainage, mais j'ai aussi des revenus de, par exemple, quand je parle d'un projet. Si par exemple, je sais pas, il y a un projet qui vient me voir qui me dit ouais, ce serait cool que tu parles de nous en vidéo, et ben ils vont me dire on te propose tant d'argent pour que tu parles de nous en vidéo. Et
Et ça, du coup, ça arrive. Alors là, ça fait longtemps, hein, ça fait quasi, je sais pas, juillet-août, je crois que j'ai passé 0 sponsor. Juillet-août, j'ai fait 0 sponsor pour un projet crypto. Mais ça va revenir en septembre. Par exemple, je sais pas, qu'est-ce que je peux donner comme exemple? Par exemple, Realty. Realty, par exemple, il m'avait contacté pour parler d'eux. Et à part ça, est-ce que j'ai d'autres trucs à part ça? Bah, j'ai des investissements sur Realty qui tombent. J'ai tous mes rendements sur stacking qui tombent aussi. J'ai tous mes investissements crypto. J'ai des investissements aussi sur la bourse, les indices. Je crois que c'est tout. Je suis en train de regarder aussi pour acheter une boutique e-commerce pour avoir un revenu supplémentaire avec cette boutique et que ce soit tout automatisé. Ça peut être intéressant. J'essaye de me diversifier. Je regarde toujours Morpheus, ouais, je regarde toujours. Alors le token, ça fait longtemps que je suis pas allé voir quand même, je vais checker. Mais je suis toujours hypé par le projet. Ah non, putain, c'est même plus... J'étais encore sur MRPH, sauf que c'était l'ancien token MRPH. C'est vrai, ils ont swatché avec MNW. Tiens, 18% aujourd'hui. Mais ouais, il s'est fait éclater par le bear market. Hein. On avait fait ça avant. On avait fait ça, tac, on était monté, on était redescendu, on avait fait ça. Même on avait plutôt fait ça, ouais, je dirais. Pourquoi on n'a pas l'historique? Parce que c'est leur nouveau token, le MNW. Mais je crois, ah bah voilà, il y a le token ici, un peu plus long, plus historique. Et ouais, il a bien baissé, hein. C'est bien fait dégringoler. Alors, elle a trouvé quand même un bottom là en juin. Et ouais, il est très volatile, hein, 200%. Mais c'est vrai que depuis le top, forcément, vu que c'est un token qui est pas trop capitalisé, ouais, moins 91%, quoi. Ça, c'est très mal. Et même moi j'avais pu en acheter très bas quand même du MV token. J'en ai acheté en juillet 2021. Voilà, j'en avais acheté juillet-août. Ouais, putain, j'en avais acheté ici quand même. Et après, j'en avais racheté un peu plus tard ici. Malgré ça, oui, malgré la baisse, c'est largement bénéfique. Mais malgré la baisse, je suis quand même je suis même pas break-even. Je pense que je suis légèrement en négatif. Mais bref, c'est pas grave. Je hold. Hein. Pour moi, c'est un très bon projet. Donc, je garde à long terme. Bonne soirée à tous. Et sinon, moi, je vous laisse là-dessus. Ciao tout le monde.